ça a été, je crois, le moment le plus difficile de ma carrière. Honnêtement, j'arrive dans le vestiaire, la phrase que j'ai dans la tête, c'est qu'il faut que j'arrête le foot. Ça m'avait fait tellement mal que je me suis dit, mais pourquoi je joue au foot en fait? C'est-à-dire, j'avais ces mal de ventre que je ne devais jamais. Voilà, j'avais mal de ventre jusqu'au coup d'envoi. J'ai la chance aussi d'avoir une femme qui est compréhensible parce que Il y en a qui auraient pété un plomb. j'ai quand même que ça a fait le buzz, mais les gens ne savent pas que c'était ce Ouais. jour-là. Là, avant que tu me le dises, je ne le savais pas. Je pense que mon plus gros obstacle, ça a été la venue de Carlo Ancelotti. Salut tout le monde, on est de retour dans Call Interview avec Blaise Matuidi. Et si vous voulez d'autres noms de fous comme celui de Blaise, faut s'abonner parce que plus on a d'abonnés, plus on a de grands noms. Vous connaissez la logique. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec ça. C'est parti. Blaise, comment tu vas? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, écoute. Ça parle à un champion du monde. Je suis à moitié ami avec toi, là, on peut le dire, tu vois. Donc, la vie, elle est belle. Dans cette émission, j'aime bien revenir sur la vie avant le foot. Tu es né à Toulouse. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'environnement dans lequel tu grandis, de ce à quoi ressemble la vie, avant qu'on commence à parler centre de formation, avant qu'on commence à parler de très haut niveau dans le foot? Comment ça se passe pour toi à l'époque? Ouais, bah, écoute, je pense que tu l'as souvent entendu. Hein, je dis que tu l'as souvent entendu d'autres sportifs, on va dire. J'ai eu une enfance similaire à beaucoup d'autres. C'est-à-dire que mes parents ils sont d'origine congolaise et angolaise. Donc, ils ont fui les pays lors de la guerre pour venir en Europe. Ça n'a pas été facile au départ. Ils ont commencé à vivre en Belgique, puis par la suite en France. Voilà, c'est là que je suis né, à Toulouse. C'était des parents dévoués qui, pour leurs enfants, travaillaient dur hein, dans des boulots pas faciles. Ma mère, elle travaillait à la fondation. Et puis mon papa, il travaillait dans l'aéroport. Ça n'était pas évident au début et je sais que mon papa, il était banquier au pays, il avait un beau poste et puis il a fallu arriver en France et malgré toute l'intelligence qu'il avait, il a fallu se réadapter et commencer par des petits jobs. Mais on n'a jamais manqué de rien, tu vois. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Bien évidemment que j'ai grandi dans des HLM, bien évidemment que il fallait se débrouiller. Hein. Il faut le Ouais. dire, il faut le dire. Mes parents, il fallait qu'ils se débrouillent. Mais en tout cas, on n'a jamais manqué de rien. Ça veut dire que j'ai toujours mangé à ma faim. J'ai reçu une éducation superbe. Hein. Voilà, je remercie mes parents de m'avoir donné cette éducation-là, cet esprit-là et ce respect des autres. Par la suite, mon papa, il a trouvé du boulot à Paris. Et donc, du coup, il a fallu quitter Toulouse. On est parti à Paris, donc à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Et puis là, j'ai commencé un peu plus à jouer, à taper dans le ballon. Et mon frère a décidé de m'inscrire dans un club. D'abord parce qu'il en avait marre que je le suive, hein, tu vois. Je l'assure au club, il ne va plus me faire chier. Et puis du coup, j'ai commencé à Fontenay-sous-Bois, tournoi. Je me souviens d'un tournoi quand on a joué contre le Paris Saint-Germain. Final, on gagne 1-0, je marque. Je jouais 9 à l'époque, tu vois. Je marquais des buts. Et c'était la bonne époque parce que j'avais pas à défendre. J'avais pas à défendre, mais en fait, j'avais un défaut, c'est que je revenais toujours derrière. À chaque fois qu'on perdait le ballon, je me reposais pas. Je courais pour aller récupérer le ballon, etc. Et tu avais mon frère qui me disait, mais reste devant, arrête de défendre, etc. Et moi, j'aimais pas ça parce que ce que je voulais, c'est à chaque fois récupérer le ballon et puis après les marquer, quoi. Ouais. Mais ça a un coût, tout ça. C'est-à-dire que tu me parles d'une famille qui doit s'adapter pour joindre les deux bouts. Tes parents, ils ont tout quitté pour créer une famille en France. Tout le mérite à tes parents de s'être battus pour vous, mais ça a un coût, le foot. Les licences, l'équipement, les va-et-vient, les déplacements, ce genre de choses. Enfin, aujourd'hui, on voit le foot beaucoup de familles voient le foot comme un investissement potentiel pour l'avenir, mais à l'époque, ce n'était pas ça du tout. En tout cas, moins. Est-ce que ça a été compliqué pour tes parents de suivre? En fait, maintenant, moi qui ai des enfants et que j'en ai deux qui jouent au foot, et je vois en fait tout le sacrifice. J'ai la chance d'avoir des moyens aujourd'hui, mais je sais que mes parents, ils avaient les moyens. Je me dis, comment ils faisaient mes parents en fait? En fait, mes parents ont fait des énormes sacrifices. Mais ils n'ont pas fait des sacrifices parce qu'ils voulaient que je devienne footballeur. Parce qu'à l'époque, comme tu as dit, ce n'était pas comme maintenant. Ouais. Ils ont fait parce qu'ils voulaient faire plaisir à leur enfant. Quoi. Ils voulaient me faire plaisir, ils voyaient que je kiffais le foot. Et je me souviens des moments, je ne pense pas que mes parents, parce que parfois, mes parents ils étaient invités à des mariages. Il y avait le mariage d'un de mes cousins, d'un de mes oncles. Et moi, je ne voulais pas y aller. Quoi. J'ai pleuré parce que j'avais tournoi le lendemain.
Et je voulais absolument pas aller parce que j'avais le tournoi de monde. Et je me souviens d'un entraîneur qui est décédé d'ailleurs aujourd'hui, qui a dit à mon père, écoutez, je vais le garder, quoi. Moi, je le garde et comme ça, il dort à la maison et comme ça, il pourra aller au tournoi. Et mes parents avaient accepté. C'était dur déjà d'accepter à l'époque que quelqu'un puisse me prendre en charge pour que je joue un simple tournoi de foot, tu vois. C'était poussin. Mais voilà, c'était ça, ça faisait partie des sacrifices de mes parents. Ouais, honnêtement, Le fait de ne pas être le plus doué, le fait de ne pas être forcément celui sur lequel on aurait misé quand on arrive et qu'on voit un premier entraînement, tu n'étais pas forcément par le talent naturel celui qui sautait aux yeux. À quel point c'est dur d'être un jeune qui a un rêve au milieu de plein d'autres et d'entendre constamment t'es pas le plus doué ou t'es pas le meilleur ou tu vois ce genre de mots-là alors qu'on est fragile à cet âge-là. Comment toi tu l'as vécu? je ne me rendais pas compte, mais j'avais une force mentale en fait au-dessus de la moyenne. Ouais. Je pense que j'avais toujours cette envie de travailler. Bien sûr que quand je me retrouvais parfois seul dans mon lit, parce que voilà, Clairefontaine, faut le savoir, hein, tu as 13 ans, tu n'es pas C'est jeune, loin hein? de tes parents, Ouais. voilà, tu ne les retrouves que le week-end, à 10 heures quand les lumières, quand tu dois rentrer dans ta chambre et que les lumières s'éteignent, ben, des fois tu réfléchis et voilà, tu as tes parents qui te manquent parfois, tu as peut-être l'entraîneur qui a été dur ce jour-là. Et Ouais. là, si tu n'es pas fort mentalement, ben, tu peux craquer, quoi. On en a vu des joueurs qui ont craqué. Ça n'a pas été mon cas. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Si j'ai fait la carrière que j'ai pu faire, mais c'est que j'étais mentalement au-dessus de la moyenne et j'ai toujours eu ce goût du travail qui était au-dessus de la moyenne aussi. Après, c'est vrai que quand j'arrive à Troyes, ben, j'arrive avec quand même un statut parce que je suis l'un des seuls qui arrive de Clairefontaine. Ouais. À l'époque, Clairefontaine, c'était vraiment très réputé. Hein. Tu avais Nicolas Nelka, Thierry Henry qui étaient les stars de l'équipe de France. Ben, voilà, on disait qu'ils sortaient de Clairefontaine. Donc, quand j'arrive à faire à 3, ben, je suis un peu ce modèle-là. Donc, à ce moment-là, c'est un autre état d'esprit aussi, c'est de se dire, ben, je passe d'un des joueurs qui était peut-être le moins doué à Clairefontaine au joueur à 3 qui est peut-être le plus doué. Donc Ouais. ben là, du coup, il faut démontrer que tu es le plus fort. Je suis peut-être le meilleur, mais je ne suis pas arrivé. Je suis pas arrivé, la marche elle est encore très haute. Tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a eu des joueurs qui étaient peut-être plus doués, mais qui n'avaient pas ce goût du travail. Et je peux me souvenir d'une phrase que dit souvent un très très grand, Zizou, sûrement le plus talentueux de cette décennie. Il dit que ben, j'ai le talent, mais sans le travail, le talent n'est rien. Ah oui, le talent n'est rien. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, on en voit beaucoup hein, dans les quartiers, dans les petits clubs. Mais ce qui fait la différence, c'est celui qui a cette envie de travailler, celui qui a envie de faire plus que les autres. Et moi, ça a été mon cas, quoi. Mon but, c'est d'aller titiller maintenant le plus rapidement possible les U19, parce que j'étais en U16, d'aller jouer en U19, d'aller jouer avec la réserve. C'est ce qui a fait qu'en fait, j'ai fait un an avec les U16. Et l'année d'après, j'ai fait 5 entraînements et je me retrouve avec le groupe professionnel, l'ESTAC, où l'histoire, c'est que Jean-Marc Furlan vient me récupérer au centre d'entraînement à 3. Je me souviendrai toujours, tu as l'entraîneur des 19 qui dit Blaise, il n'a rien à faire avec nous, quoi. Il faut que tu le prennes avec toi. Écoute, je vais le tester une semaine. Puis là, c'est pareil, quand tu arrives avec le groupe pro, c'est une chance que tu as parce que si, dans le football, il y a le talent, il y a le travail, mais il y a aussi cette chance. Il ne faut pas se Ouais. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais quand on te donne cette chance, il faut la saisir. Moi, on m'a donné une semaine. Cette semaine-là, je l'ai saisie et je marchais sur tout le monde, quoi. Je marchais sur les plus anciens et avec le respect, hein, bien évidemment, parce que voilà, ce respect-là, il faut toujours l'avoir. Mais quand il y avait un ballon entre deux, c'était Blaise le premier sur le ballon, quoi. Et à ce moment-là, il va revoir l'entraîneur des 18 ans, il dit il ne redescend plus, il reste avec nous. Et j'ai plus jamais quitté le monde professionnel. C'est ça qui fait que quand on écoute ton récit, on a l'impression que l'évolution jusqu'à la SSE, elle est presque naturelle, tu vois. Parce que le gros du travail, entre guillemets, tu l'as forgé à Clairefontaine. Le gros travail mental, la grosse discipline. C'est ça qui t'emmène jusqu'à Saint-Étienne et qui fait que ça roule, entre guillemets. Ouais, je pense que c'est ça qui fait que ça m'emmène à Saint-Étienne. Voilà, et première saison, j'ai voulu, je fais beaucoup d'entraînement. Je pense que l'entraîneur, il m'a bien pris sous son aile parce que il m'a super bien géré, on va dire. Ouais. Voilà, on sait que le championnat de Ligue 2, c'est très physique. Donc, je fais beaucoup d'entraînement. Je joue avec la réserve la plupart du temps. Et je fais beaucoup de bancs aussi avec l'équipe première. Et là, il me dit, Blaise, t'inquiète pas, ton temps, il va arriver. Puis, on monte en Ligue 1. Les matchs de préparation,
voilà, titulaire parfois, remplaçant. Et dès qu'on arrive le premier match, ben, je vois le tableau. Je peux t'assurer que ça s'est passé comme ça. Je vois je crois que c'était à 11h, je crois, à La Réunion. Donc, je vois le tableau. Je me souviens, c'était Stade Nice. On jouait à l'OGC Nice à l'époque. Et je vois mon nom, quoi. Et là, je me dis, merde. Premier match de Ligue 1, l'équipe qui venait de monter, ben, tu as les plus anciens qui ont fait la montée. Ben, je vois mon nom apparaître comme ça sur la liste des titulaires. Là, je me dis, waouh. C'est-à-dire, j'avais un de ces mal de ventre que je ne devais jamais. Voilà. J'avais mal de ventre jusqu'au coup d'envoi. Ouais. Puis après tu oublies et tu joues, quoi. Tu fais parler tes qualités. Et puis à l'arrivée, je fais 33 matchs sur 38. Je suis l'un des joueurs les plus utilisés de l'entraîneur. Ouais. L'année d'avant, je joue que 3 matchs. Donc il y a eu une gestion et je pense que ça m'a bien servi. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez le coach Furlan je pense que c'est l'entraîneur qui me connaissait le mieux. Et puis par la suite, ben, j'enchaîne sur la deuxième saison et j'aurais pu partir la première année, tu vois, de Ligue 1, mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai eu la tête sur les épaules de me dire que non, il faut que je confirme, il faut qu'il y ait une confirmation. Et l'année de confirmation arrive parce que je fais une très belle deuxième saison. À la SSE, tu passes les étapes, tu sais, petit à petit. Vous pétez tout la première année notamment. Vous avez une équipe qui est relativement jeune, donc ça se passe bien pour toi, mais ça aurait pu très vite se transformer en un groupe de jeunes qui perd un peu pied et qui s'enflamme et comment dire, et qui perd le fil un petit peu. Toi, on sent que ce n'est pas du tout le cas. Tu passes quand même un certain temps à la SSE. Comment et quand l'envie de quitter le club arrive? Parce qu'il y a plusieurs étapes. On sent que, comme tu dis, comme ça a pété la première saison, limite, ça aurait pu faire une saison, boum, j'ai tout pété, ça s'est super bien passé, je décolle direct, tu vois. Toi, ce n'est pas le cas. Tu prends le temps de valider chaque étape de ta carrière. À chaque fois, dans chaque club où tu passes, tu as besoin de faire une grosse année, derrière de valider et encore construire par-dessus. À quel moment tu te dis, il faut que je parte? Ouais, écoute, la deuxième année, il y a cette envie de jouer l'Europe aussi avec le club. On avait un supporter incroyable, l'environnement, c'était génial. En plus, on était entre potes, tu vois, du même âge pratiquement. Bon, après, on a vécu des moments difficiles hein, avec des changements de coach. Et puis, mais moi, personnellement, voilà, je prends du galon et je commence à prendre aussi parfois le brassard de capitaine à un moment donné. Je sens une responsabilité aussi. Et puis j'ai aimé ce club, de belles saisons passées là-bas. Et à un moment donné, au bout de la 4e année, tu te dis, il y a des opportunités qui arrivent. En 3e année, j'avais Arsenal qui était venu. J'ai eu le choix de rester, ça ne s'est pas fait. Voilà, et la 4e année, il y a des propositions qui arrivent et puis arrive le PSG, quoi. Et je discute avec Comboiré à l'époque et Alain Roche, puis arrive Leonardo. Ouais, parce que toi, c'est pas abouti. Parce que c'est quand même, toi, tu as un transfert particulier. Excuse-moi, je te coupe, mais tu as un transfert particulier parce que le PSG est déjà sur toi avant de devenir le PSG QSI. Ouais. Et après, la discussion, elle est validée, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais il valide ton arrivée à toi. Est-ce qu'il y a un côté effrayant là-dedans? Tu sais, tu ne signes plus pour le même club. Il y a une petite inconnue. Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que c'est excitant? Comment tu le vis, toi? Moi, je me suis toujours dit, quand je vais dans un club, le plus important, c'est l'entraîneur. Moi, j'ai toujours voulu discuter avec l'entraîneur parce que je me suis toujours basé sur Jean-Marc Furlan. Donc, quand je vais à Saint-Etienne, j'avais besoin de discuter avec coach Rousset pour le PSG. Et quand j'ai les discussions démarrent avec le PSG, je dis à mon agent, je dis, j'ai besoin de discuter avec Antoine Camboiré. Donc, je discute avec Antoine Camboiré qui me dit, non, moi, je te veux, voilà, je connais tes capacités, je sais quoi tu es capable. Bien évidemment que là, c'est le PSG, les attentes sont élevées, mais je sais que tu peux nous apporter quelque chose de grand. Ça va devenir l'un des clubs phares de France, enfin le club phare de France. Il faut que tu signes chez nous. Cette discussion, moi, elle me motive, quoi. Et puis derrière, il y a eu ce temps de flottement, on va dire, avec le changement avec QSI. Donc là, j'essaie de rappeler le coach et je lui dis, coach, vous êtes toujours sûr que ma venue, vous êtes toujours pour ma venue? Blaise, je suis pour ta venue à 100%. Donc là, du coup, Leonardo m'appelle et me dit, Blaise, on te veut et le coach te veut, sois-en rassuré, il y a du changement, mais tu fais partie de nos plans. Je suis tout content, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Et puis là, je me dis, l'entraîneur, il a confiance en moi, je vais démontrer sur le terrain qu'il a eu raison de me faire confiance, quoi. Tu m'as parlé d'Arsenal juste avant, la 3e année, à Saint-Étienne. Qu'est-ce qui fait que ça ne se fait pas là-bas?
moi, déjà, j'ai pris un peu de temps pour réfléchir et puis à la fin, j'ai pas eu cette discussion que j'aurais aimé avoir avec le coach Wenger. Je sais pas si Ouais, c'est pas fait, peut-être une autre priorité, mais on était tout proche. Si j'ai pas cette discussion, je vais pas aller plus loin. d'accord. Quand je repense à ton aventure au PSG et au développement du PSG version QSI, pour moi, vous évoluez ensemble, tu sais. Tu arrives, tu es le Matuidi, le Blaise Matuidi de la SSE qui grandit encore, qui franchit une nouvelle étape. Et le PSG arrive en étant un gros club de France et qui franchit une nouvelle étape avec le projet QSI. Toi, aujourd'hui, avec le recul, quel est le plus gros obstacle que tu as connu dans toute ton aventure avec le Paris Saint-Germain? L'obstacle le plus compliqué à surpasser, c'était quoi? Je pense que mon plus gros obstacle, ça a été la venue de Carlo Ancelotti. Pourquoi? Ouais. Parce que j'ai toujours eu des discussions, on va dire, en amont avec les entraîneurs. Mhm. Mais là, le changement se fait en cours de saison et du coup, tu n'as pas de discussion, quoi. Ouais. L'entraîneur, il est étranger, il arrive avec des stars qui vont jouer dans les plus gros clubs européens. Je pense notamment à Thiago Motta. Ouais. Voilà, tu avais déjà Mathieu Bodmer et Mohamed Sissoko de la Juve qui a joué dans les plus grands clubs européens. Et là, pour le coup, il faut savoir faire son petit trou. Et je pense que ça a été le plus gros obstacle parce que tout le monde à ce moment-là dit Blaise, c'est fini, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire de Blaise, quoi? Et là, moi, je me dis je vais redoubler d'efforts. Aux entraînements, je vais marcher sur les mecs, quoi. Je vais marcher sur eux, je vais leur démontrer que non, Blaise, il va être là, il va s'imposer. Et je me souviens d'un jour, le coach Ancelotti me convoque dans ce bureau, il me dit Blaise, je sais que ça parle beaucoup dans la presse, dans les journaux, etc. Mais moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec toi. N'écoute pas ce qui se dit dans les journaux. Si tu es bon, tu vas jouer. Les meilleurs, ils joueront. J'ai une grande confiance en toi. À Mhm. partir de ce moment-là, quand je sors du bureau, je dis ah, les mecs, vous êtes morts. Ça y est, c'est fini. Et je ne vais pas laisser ma place. Ouais. Et je suis le joueur le plus utilisé de Carlo Ancelotti. Mhm. Des anciens joueurs du PSG, j'ai eu la chance d'avoir Mathieu Bodmer, j'ai eu la chance d'avoir Guillaume Moirot notamment. Et Guillaume, il me parlait de. Tu sais, à l'époque, on parlait beaucoup de clans, tu sais, entre les étrangers, les nouveaux arrivés et les anciens. Et il m'a parlé d'un épisode où il y a eu un espèce de clash entre Nicolas Douchez et Zlatan Ibrahimovic. Et que ce clash, il a permis d'aplanir un peu les relations, tu sais, presque que les Français aient un peu plus de reconnaissance et de respect de la part des nouvelles superstars qui étaient arrivées. Toi, on a l'impression que tu étais en marge de ça. C'est-à-dire qu'on a souvent vu des images de Zlatan Ibrahimovic ou de toutes les stars qui se sont enchaînées au PSG avec une bonne relation avec toi, avec une proximité, avec une bienveillance, tout ça. Comment toi, tu l'expliques déjà d'un? Et de deux, est-ce que à un moment, tu te dis, va peut-être falloir que je vois ailleurs, comme la presse le disait, avant que le coach te parle? Non, non, pas du tout. Je ne me suis jamais dit ça. Et le PSG, c'est mon club de cœur et je me suis toujours dit, il faut que faut que je marque mon histoire au PSG. Si j'avais pas cette conscience-là, je me serais perdu, ouais. Je me serais perdu, Ouais. mais j'avais tellement faim de démontrer que je pouvais créer une belle histoire ici, Mm. d'amour entre moi et le club. Il fallait que je donne tout, quoi. Et je savais que les gens, ce qu'ils attendaient de moi, c'est que je donne tout. Et ils savaient qu'ils avaient des stars, mais ils savaient qu'ils avaient leur soldat, quoi. Et le soldat Mamad, et là, ils avaient leur soldat Blaise, quoi, tu Ouais. vois. Et c'était ça, c'était leur rendre ça. Et je pense que ce qui a fait aussi la différence, et j'ai oublié de te le dire aussi tout à l'heure, c'est que j'étais un joueur, en fait. Je savais, j'avais cette force-là d'être très fort défensivement. Tu vois, je me souviens de Jean-Marc Furlan qui disait Blaise, il a un paramètre il a un périmètre pardon, de destruction dans le bon sens défensivement. Et je pense que là où il fallait que je progresse, c'était offensivement. Et j'ai cette discussion avec Carlo Ancelotti qui me dit Blaise, moi je ne te vois pas en tant que numéro 6 devant la défense. J'ai besoin de toi, de te voir un peu plus haut. Je sais que tu as cette capacité que personne n'a ici dans cette équipe d'aller jouer dans les deux surfaces. Et je pense que c'est ce qui a fait ma force pour la suite de ma carrière, c'est que j'ai pris conscience que je ne suis pas seulement ce 6 à l'ancienne, tu sais, qui est très fort défensivement et qui après donne à côté. Non, je suis ce numéro 8, une nouvelle génération
qui est capable de faire du box-to-box. Tu dis que Jean-Marc Furlan, il a marqué ta carrière, mais là, de ce que j'entends, Carlo Ancelotti, c'est l'autre virage, l'autre énorme virage de ta carrière. Oui, c'est l'énorme virage de ma carrière. Ouais. Ouais, comme je l'ai dit, il y a eu des étapes. Je pense que Carlo Ancelotti, il m'a fait, on va dire, ressusciter le petit Blaise que j'ai pu être durant mon enfance, en fait. Et voilà, je pense que c'est toutes ces qualités-là qui sont ressorties, le joueur capable d'être décisif, d'aller marquer des buts, d'avoir ce coffre, de faire des allers-retours. Au final, c'est ce que je faisais quand j'étais en poussin, en fait. Et je pense que c'est ce qui a marqué les gens. Ouais. Les gens, ils ont vu un Blaise capable de défendre, mais capable d'aller marquer les buts. C'est voilà, sur mon charreau, on va dire. C'est vrai, ça vient de là. Tu m'as parlé de Mamad. Et Mamad, il est important dans ta vie. Il est important dans ta carrière. Je repense, chaque fois que je dis son nom et que je pense à toi, je repense à votre vidéo qu'a tournée sur les réseaux sociaux, tu sais, où il t'alpague dans la rue. Elle est incroyable, cette vidéo. À quel point il est important et comment il devient important? Mamad, il est important parce que j'arrive à Paris, lui, il connaît tout Paris, quoi. Paris, c'est compliqué quand toi, tu viens de Paris de base, parce qu'il faut tout gérer. Il faut gérer le terrain, mais il faut gérer tout ce qui se passe autour, tu vois. Ouais. Si tu n'as pas les épaules nécessaires pour rester focus sur ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire ton métier, ta famille, que tu peux construire aussi à côté, tu peux vraiment te perdre. Et il y en a beaucoup qui se sont perdus malheureusement. Et là, Mamad, il a un rôle important parce que lui, il a grandi à Paris et Mamad, il a su faire la part des choses. Et quand j'arrive, c'est le premier qui me prend un peu sous son aile. Malgré son jeune âge, il était déjà très mature. Et voilà, le lien se fait très rapidement parce qu'on évoluait déjà en équipe de France ensemble, parce que moi j'ai connu l'équipe de France en étant à Saint-Etienne. Et quand j'arrive au PSG, c'est lui qui me fait toutes les présentations, c'est lui qui me montre les personnes de l'ombre, on va dire, parce que dans le foot, il y a des personnes de l'ombre, et c'est lui avec qui j'apprends, tu vois. Et ça, je lui dois beaucoup, quoi. Et on devient vite comme des frères. C'est-à-dire que quand j'ai besoin de lui, il est là pour moi. Quand il a besoin de moi, je suis là pour lui. Et après, on ne se quitte plus, quoi. Et c'est vrai qu'on a vécu de très beaux moments ensemble. Et je sais que quand il part, ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché parce que c'était comme un frère. Et je sais à quel point il a un amour inconditionné pour le PSG, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu pareil pour moi. Donc, mais je pense que lui, un peu plus, parce qu'il a fait ses gammes aussi au centre de formation, il a grandi aussi au PSG. Donc voilà, il est là dans la peau. Je l'ai aussi. Non, je l'ai aussi. Mais ouais, ça a été ça, quoi, cette relation. Et tu le vois, hein, cette image, quand il vient, et que je le vois, parce que c'était en plus un jour assez particulier, parce que c'était le jour de ma demande en mariage. Ma femme au Grand Rex, pardon. Wow. Ouais, rien n'arrive par hasard. Ouais, et lui, il vient par hasard, quoi. Tu vois, Paris, c'est grand, on se retrouve par hasard au Grand Rex. Mais tu vois, dans la vie, rien n'arrive par hasard, quoi. Et bien évidemment, il était parmi les premiers invités le jour de mon mariage. Voilà, c'est Mamad, quoi. C'est incroyable que ce soit le jour de, de ta demande en mariage, c'est incroyable. C'est encore plus magique. Que ça a fait le buzz, mais les gens ne savent pas que c'était ce jour-là. Là, avant que tu me le dises, je ne le savais pas. Bon, il y a quelque chose que je voudrais aborder avec toi parce que moi, j'en ai souffert par affection pour toi et j'aimerais bien savoir comment toi, tu as vécu ça. Depuis le début, tu vois, on a parlé du PSG, on a parlé du fait que la presse te mettait toujours un cran en dessous en disant que tu n'auras pas le niveau. Et c'est quelque chose qui t'a suivi du début, ouais, jusqu'à la fin de ta carrière, parce que même à la Juve, je trouve qu'il y a encore un peu de ça, tu vois. Il y a l'arrivée de Carlo Ancelotti, on en a parlé, il y a la concurrence avec Adrien Rabiot, il y a, il y a le style de jeu prôné par Laurent Blanc, il y a l'équipe de France au mondial où on dit que tu n'auras plus ta place avec Pogba, Kanté, on dit que c'est mort pour toi. Finalement, quand on te met sur le côté, on critique Deschamps en disant c'est pas bon, c'est trop défensif et il n'a pas le profil pour faire ça, Blaise Matuidi. Finalement, on est champion du monde. Cette remise en question perpétuelle de tes compétences et de ton niveau par la presse, par tout le monde, comment tu l'as vécu, toi, du début à la fin de ta carrière, même si ta carrière n'est pas terminée? Le mental, là, je t'ai dit au début, Clairefontaine, on me dit que je ne suis pas le plus doué. Si je ne suis pas fort, moi, là, la suite, elle n'existe pas. Ouais. Et aujourd'hui, ma grande fierté, aujourd'hui, c'est que partout, je te dis bien, partout
où je passe, personne ne dit du mal par rapport à ma carrière. Je dis bien partout. Ouais. En vérité, Blaise a toujours laissé une trace et ça c'est une fierté. Mais je ne dis pas que j'ai laissé une trace, bien évidemment. Footballistique, j'ai laissé une trace footballistique. Et je pense que les gens aiment l'homme, aiment le joueur que j'ai pu être. Et ça, je le dois bien évidemment à mes parents. Je le dois à moi-même et à mes parents aussi, l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je le dois aussi à ma femme parce que je l'ai rencontrée très jeune et souvent on dit tu deviens la personne avec qui tu marches. Ça veut dire que si ma femme elle divaguait, ben, j'aurais peut-être aussi divagué. Mais non, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui a toujours gardé la tête sur les épaules et qui a toujours été simple, on va dire. Ça m'a suivi, tu vois, ça m'a suivi, ça suit aussi mes enfants. Et ça, c'est une fierté, tu vois. C'est une fierté parce qu'aujourd'hui, quand je suis parti de Troyes, les gens m'ont regretté. Ils me regrettent encore aujourd'hui. Quand je suis parti de Saint-Étienne, les gens m'ont regretté. Ils me regrettent encore aujourd'hui. Quand je suis parti de Paris, les gens m'ont regretté. Ils me regrettent encore aujourd'hui. Quand je suis parti de la Juve, il y a des gens qui m'ont regretté et ils me regrettent encore aujourd'hui. Et bien ça, c'est une fierté, tu vois. Je suis fier de la carrière que j'ai pu construire. Je suis fier de ce que j'ai pu faire durant toute cette carrière. Euh, Sur et en dehors du terrain, je suis fier, bien évidemment, avant tout, d'avoir donné énormément de bonheur aux gens qui m'aiment. Je pense à mes parents, je pense à mes frères et sœurs, aux sacrifices qu'ils ont fait pour moi tout au long de leur vie. Et ça, c'est une grande, grande fierté. Et honnêtement, je te dis la vérité, s'il fallait revenir 12 ans en arrière, non, pas 12 ans, plus. Ouais, ouais, on grandit, Blaise. J'ai vieilli, ouais, c'est vrai. 7 ans en arrière, ben, tu m'aurais fait faire un contrat et me dire, viens, on signe que tu vas faire cette carrière-là, Blaise. Ben, j'aurais signé tout de suite. Parce Ouais, que je ne pensais pas faire une telle carrière. C'est parce que les gens oublient, mais comme dans la vie, hein, comme beaucoup de personnes aussi dans la vie qui font des sacrifices, ben, j'ai dû en faire aussi. Il a fallu parfois, comme tu dis, être fort mentalement et j'ai su ouais. l'être. Et je pense que le mental, dans une carrière de foot, mais pas seulement dans une carrière de foot, dans une vie, c'est super important. Tu peux être acteur, tu peux être consultant, tu peux être reporter, docteur, tous les métiers que tu peux avoir. Si tu n'as pas ce mental-là, à un moment donné, ça va pas passer. Et ce goût du travail, parce que moi, j'ai toujours aimé le football, j'ai été un grand passionné de foot et j'avais toujours ce goût du travail, de faire plus que les autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je peux être fier de ce que j'ai accompli. L'image, on a l'impression que quand même, tu as réussi à la tourner petit à petit. Tu sais, les critiques, tu as réussi à les tourner en sympathie, en empathie, en compréhension, en attachement un peu. Par exemple, tu vois, tu parlais de ta femme et de la belle histoire qu'il y a autour de vous deux. Quand il y a le petit bad buzz autour de ton, tu sais, ton fameux Matuidi femme, Mm-hmm. pour beaucoup d'autres joueurs, ça se serait transformé en, tu sais, presse à scandale presque, tu vois. Toi, on a l'impression que ça aurait pu prendre ce virage-là et qu'au contraire, il y a eu une sorte de, tu sais, sympathie générale, presque tout le monde qui traitait l'histoire comme si c'était leur pote qui avait fait une connerie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que toi, tu as ressenti ça comme ça? Ouais, j'ai ressenti ça comme ça. Et puis, on a su bien tourner avec ma femme aussi. Ouais, J'ai la chance aussi d'avoir une femme qui est compréhensible parce que il y en a qui auraient pété un plomb. j'ai quand même regardé. mais, euh, mais voilà, elle me connaît, elle sait comment je suis aussi. Voilà. Et je pense que là, c'est important aussi. Voilà, premièrement, d'avoir une femme qui te comprend dans tes bonnes choses, mais aussi dans tes mauvaises choses. Et puis après, ouais, on a su tourner. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de respect pour les gens. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'assez ouvert. C'est que le football, c'est parfois un métier difficile où après une défaite, tu n'as pas forcément envie de parler, etc. Moi, j'ai toujours eu cette envie de m'ouvrir aux gens, d'être sympathique avec les gens, de comprendre, d'essayer de comprendre les gens, même la critique, de comprendre la critique. Mais ça, encore une fois, je me répète, je le dois à mes parents. Ouais. Ben, ils ont toujours gardé cette simplicité, cette discrétion, et ça, je leur dois beaucoup. Juste petite parenthèse, tu me dis, vous avez réussi à bien le tourner. Ça veut dire quoi? Ah, on se l'est dit, on va le prendre, de le tourner en mode fun, quoi. Ouais, C'est ce qui s'est d'accord. passé et on a vu que les gens ont adhéré.
Bien sûr qu'il a fallu quand même en interne que je me fasse pardonner, non? Non, je plaisante, je plaisante. Non, pour le coup, elle était compréhensible et ça, c'est Ouais, important. Et je pense qu'aussi, elle y attachait pas forcément d'importance aussi parce que voilà, ça reste les réseaux aussi. c'est vrai. Bravo à elle. Tu m'as parlé des défaites. Tu m'as dit qu'il faut savoir être fort dans les défaites. Il y en a une, je l'ai abordée avec un seul invité que j'ai eu, c'était Levin Kurzawa. C'était la remontada. Mm. Je te mens pas, quand je lui ai dit, Levin, raconte-moi ce qui s'est passé, parce que maintenant il y a du temps qui est passé, vous avez pu digérer, analyser le truc et tout. Blaise, je te mens pas, il y a eu un silence, mais un silence qui disait tout en même temps. Tu vois, tout de son impuissance, de son incompréhension, même avec le recul, il était incapable d'expliquer ce qui s'est passé ce moment-là. Toi, tu as vécu celle-là, cette remontada qui est historique et dans ce sens-là. Tu as failli vivre une remontada complètement dingue face au Real Madrid quand tu es avec la Juventus, où vous perdez 3-1 à l'aller. Vous arrivez à remonter à 3-0 et finalement, ça finit mal. Mais tu la touches, tu sais presque. En un an, tu as vécu presque les deux côtés. Et aujourd'hui, on a vu encore une fois ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain contre le Real Madrid. Comment est-ce que tu arrives à voir ça, à examiner ça, à comprendre ce qui s'est passé et ce qui est capable de se passer plusieurs fois avec le PSG jusqu'à aujourd'hui encore? Comment tu le vois ça? C'est dur hein, aujourd'hui encore à expliquer, honnêtement. Je ne dirais pas qu'il y a eu un excès de confiance parce qu'on a toujours respecté, et je pense que même on a trop respecté le FC Barcelone. Je pense qu'il y a une peur qui s'est installée 2 jours avant de. Je me souviens de vidéos qu'on regardait sur le fait qu'ils sont capables de refaire une remontée. Et je pense que là-dessus, je pense que déjà, l'approche, elle n'était pas forcément idéale, je pense. Et on le voit. On le voit quand il y a le coup d'envoi. On fait 10 mètres en arrière. À partir du moment où tu fais le coup d'envoi, que tu as gagné 4-0 à l'aller et que tu fais 10 mètres en arrière, or que tu as gagné 4-0 à l'aller, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je parle du coup d'envoi. Après, c'est vrai qu'on va le prendre comme une excuse, mais s'il y a la barre, il n'y a pas, il y a pas Ouais. notre but qui n'existe pas. Mais ça n'enlève rien qu'on est passé complètement à côté. Ça a été, je crois, le moment le plus difficile de ma carrière. J'avais honte. J'avais honte. J'avais honte parce que personnellement, je ne me suis pas reconnu. Honnêtement, j'arrive dans le vestiaire, la phrase que j'ai dans la tête, c'est qu'il faut que j'arrête le foot. Ça m'avait fait tellement mal que je me suis dit, mais pourquoi je joue au foot en fait? Je n'ai pas envie d'avoir mal comme ça. Le foot n'est pas fait pour avoir mal comme ça. J'ai eu mal. Clairement, j'ai eu très très mal. Ce jour-là, je me suis dit, waouh, je ne suis pas fait pour vivre des moments comme ça. Pourtant, j'avais quand même une carrière derrière. Voilà, j'avais fait quand même des saisons où, par exemple, à Saint-Etienne, tu as les supporters qui te rentrent dans le vestiaire à l'entraînement, etc. Mais là, ce moment-là, ce sentiment de honte personnelle, je ne l'avais jamais vécu. Et honnêtement, c'est pas explicable parce qu'on n'avait pas le droit, en fait. On n'avait tout simplement pas le droit. Pas le droit de faire ça, quoi. Et je pense que je pense qu'on a tous été fautifs à un moment donné et ça va des joueurs en premier lieu, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, des coachs bien évidemment, et puis après on perd ensemble, donc on va dire aussi le club tout simplement. Et je pense qu'il y a eu une évolution après par la suite. Hein. Et je pense que le club que j'aime, hein, le PSG, aujourd'hui, on a cette chance, et je dis bien, on a cette chance d'avoir des joueurs exceptionnels. J'aurais signé tout de suite de voir une telle équipe avec Messi, Neymar, Mbappé, pour ne parler que d'eux, pardon, dans une même équipe. Bah, c'est juste magique. Mm. Et on a vu des grands joueurs hein, dans ce club, et je pense que au moment où j'arrive dans ce club-là, mais je pense que tous les supporters sont loin d'imaginer ce qui va se passer dans les années à venir avec toutes ces stars qui arrivent, tu vois. Donc ça, je pense qu'il faut féliciter quand même le président. Et je pense qu'il faudrait en tant que supporter et fan du PSG, il faudrait être fier de ça. Mais après, il ne faut pas perdre l'identité PSG. Et cette identité-là, je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le PSG n'a pas encore obtenu ce Graal-là qui est de gagner la Champions League. Et c'est jamais facile parce qu'il déjà, il faut du temps. Mm. Il faut du temps et il faut bien sûr des moyens. Les moyens, ils les ont.
Et il faut aussi, comme je l'ai dit, cette identité-là de club. Et je l'ai dit dans une interview précédente, quand tu regardes Real Madrid, quand tu regardes Barcelone, je parle des meilleures années, quand tu regardes Bayern de Munich, moi je vois 5, 6 joueurs minimum qui sont soit formés au club ou soit qui ont cette expérience, on va dire, française, tu vois, de jouer dans le championnat de France, championnat français, etc. Donc, il y a eu le championnat espagnol pour le Barcelone et Real Madrid, le championnat allemand, etc. Aujourd'hui, je pense que le club a pris une direction peut-être à se dire que on va miser sur les meilleurs joueurs de la planète. Mais aujourd'hui, qui est champion du monde 2018? L'équipe de France. Qui est finaliste de l'Euro? L'équipe de France. Pourquoi le PSG ne peut pas être capable d'avoir 5, 6 joueurs français jouant en PSG? En équipe de France, on a plein de joueurs qui viennent de la région parisienne. Ou même du PSG, parce que quand on voit aujourd'hui une Nkunku qui brille et que tout le monde veut, c'est le PSG. Coman, c'est le PSG. Rabiot qui joue à la Juventus, PSG. Le PSG avait ces talents-là. Le PSG les avait. J'ai pas envie de tirer, j'ai pas envie de mettre une cible sur lui et de tirer, mais parce que pour moi, c'est tout un club, c'est tout un fonctionnement. Il y a eu presque 10 ans entre la première arrivée de Leonardo et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre. Comment est-ce qu'on peut toujours être à le PSG va gagner en achetant Messi, le PSG va gagner en achetant Neymar, le PSG va gagner en achetant Sergio Ramos? Comment on peut encore en être là? Toi qui es parti, tu es parti d'un club qui venait de prendre une énorme raclée, qui voulait tout repenser. Ça te fait pas mal de voir aujourd'hui que le club en a encore à ce souci-là? C'est sûr qu'après, il ne faut pas enlever, ils ont quand même eu des bons résultats. Très bon. Il fait une finale de Ligue des Champions. Une demi derrière. Il ne faut pas l'oublier, mais c'est sûr que quand tu fais 10 ans et que ton but, ça a toujours été ça et que tu as mis les moyens pour que ça soit ça, mais ça, après 10 ans, ce n'est pas le cas. Moi, le président que j'adore Nasser, j'adore. Pourquoi? Parce que Nasser, il fait beaucoup de sacrifices aussi. Pas oublier que Nasser, moi, je le connais, enfin, on a eu une très, très belle relation. Et je l'adore parce que c'est quelqu'un de vrai. Et c'est rare dans ce monde-là d'avoir des gens qui sont des dirigeants et qui sont vrais. Et je pense qu'il aime énormément ce club du PSG. Il a un amour qui est très fort. Le conseil que je peux donner à mon expérience, après je reste qu'un joueur, hein, mais c'est ça, c'est de se dire, président, aujourd'hui, tu as réalisé ton rêve, c'était de ramener peut-être des grands joueurs. Mais ton rêve ultime, c'est de gagner la Ligue des Champions. Tu l'as dit, tu l'as toujours dit. Comme on l'a dit, il y a des moyens, on les a mis. Ok, tu as mis les moyens, mais est-ce qu'avec ces moyens-là, tu ne pouvais pas associer des hommes forts qui allaient te représenter le club, tu vois, avec cet amour qui est réel? Je ne dis pas que je dis pas que le joueur étranger n'a pas cet amour réel, c'est pas ça. Je pense que c'est différent. Un joueur qui a grandi dans la ville, qui connaît cette culture, qui connaît l'histoire et qui va quand même t'aider aussi, peut-être en tant que dirigeant. Tu vois, tu peux t'appuyer sur ces personnes-là, à te dire, peut-être c'est à cette voie-là à prendre, c'est peut-être ça qui va t'emmener à des résultats. Alors, moi, le conseil que je peux donner aujourd'hui, c'est, on a essayé, vous avez essayé. Alors, à un moment donné, peut-être que cette voie-là aussi, elle est à récupérer, parce qu'aujourd'hui, on le voit, et tu l'as dit, tu l'as très bien dit, vous avez la chance d'avoir des talents qui sont français, qui ont grandi aussi à Paris. Pourquoi vous ne pouvez pas vous en servir aussi aujourd'hui pour représenter cette identité club où je pense que déjà, en tant que supporter, les gens vont s'identifier à eux. Je ne dis pas qu'il faut arrêter d'aller prendre des stars. Je dis qu'on a aussi des stars françaises, on a aussi des stars que tu les as citées, qui aujourd'hui démontrent dans d'autres clubs qui font des belles choses. Pourquoi ils ne seraient pas capables de le faire au Paris Saint-Germain? Tu vois, et ce noyau, tu vois, que tu peux amener, qui serait accompagné de stars, bien évidemment, mondiales et étrangères. Moi, je prends juste en fait l'exemple de Madrid, Barcelone, Bayern de Munich, et qui sont aujourd'hui des institutions. Tu vois, c'est sur cette base-là qu'ils se sont créés, je pense. Mais après, il faut pas non plus cracher
Enfin, moi, quand j'ai vu Zlatan arriver et Thiago Silva arriver, c'était quelque chose d'extraordinaire. Hmm. Ce qu'on dit juste, c'est que peut-être que ces joueurs-là, ils pouvaient être accompagnés de joueurs aussi parisiens, français, qui sont capables de les accompagner aussi. On a brièvement tout à l'heure abordé, bon, il y a la remontada, on a brièvement abordé la concurrence avec Adrien Rabiot qui était de plus en plus difficile à supporter parce qu'on avait présenté la chose comme étant c'était l'un ou l'autre au PSG. Quand on a expliqué un peu ton départ, c'était presque la raison évidente, dans la presse en tout cas, que le PSG devait faire de la place à Adrien Rabiot en te sortant du club. Déjà, première question, est-ce que c'est vraiment comme ça que tu l'as ressenti? Est-ce que c'est comme ça que les choses étaient? Et de deux, tu me parles d'un amour inconditionnel pour le Paris Saint-Germain, donc je suppose que le départ a été compliqué pour toi, l'idée du départ a été compliquée. Donc si c'est pas ça, qu'est-ce qui t'a poussé à partir et comment tu l'as vécu? Je pense que oui, ça peut être le moment de remettre un peu les choses à leur place. On m'a jamais, jamais dit, Blaise, il faut que tu partes du club. On ne veut plus de toi, il faut que tu partes. Jamais le président, ni le directeur sportif de l'époque, jamais on m'a pris dans mon bureau en me disant, Blaise, il faut que tu partes, on ne veut plus de toi. Je suis parti, ça a été mon choix personnel. Ça a été un choix personnel. J'avais ce besoin, je pense que j'avais fait 6 ans Paris Saint-Germain, j'avais vécu des, euh, des saisons extraordinaires. Et c'est un club, ouais, comme je l'ai dit, qui restera toujours dans le cœur. J'avais ce besoin de découvrir un nouveau championnat. Voilà, autre chose. Et bien évidemment qu'il y avait, on ne va pas se le cacher, il y avait de la concurrence. Mais la concurrence, je l'ai eu dès ma première année, la concurrence. Donc Adrien, quand il arrive, il évolue, il rentre dans la concurrence. J'ai aucun problème avec ça. Adrien, ça a été mon ami, un jeune que j'ai pris sous mon aile, grandir, qui aujourd'hui a progressé, a su bien sûr faire les choses pour être mieux dans ses bottes. On connaît aussi son histoire, c'est pas une histoire facile, les gens ont tendance à oublier. Adrien n'a pas une histoire facile dans sa vie et c'est un bon garçon. Et Adrien, qui est un super joueur, mais j'avais pas de problème avec ça. Ça aurait pu continuer. Si j'avais décidé de rester, la concurrence elle aurait continué. Et c'est pas Adrien Rabiot qui allait me pousser à partir. Comme ça Surtout que n'a vous vous pas retrouvez été, derrière. comme ça n'a pas été. J'ai toujours eu cette envie-là de me battre et ça m'a toujours suivi. Et même à la Juve, ça m'a suivi. Et à l'arrivée, j'ai toujours fait mes matchs parce que j'ai gagné mon mérite sur le terrain. Personne m'a dit, mais tu vas plus jouer parce que Adrien va jouer. Personne. Si je pars, c'est je pars parce que j'ai envie de partir. Et bien sûr que ça a été très difficile parce que ben, cet amour, je l'ai, et je l'ai encore aujourd'hui. Mais ouais, j'avais ce besoin-là par rapport à plein de choses. Voilà, la Juve, elle arrive. C'est la Juventus de Turin avec toute son histoire. J'avais ce besoin de découvrir ce qui se faisait aussi ben, à l'étranger. Ça a été dans la continuité des étapes de ma carrière, on va dire. Quand tu as débarqué en Italie, il y a une phrase qui m'a marqué. Tu as dit que tu avais appris à travailler, je crois, que tu avais appris à ce que c'était que bosser dur. Ça a été interprété de différentes manières. Te connaissant la fierté que tu as du foot français, la fierté que tu as d'avoir joué au Paris Saint-Germain, tu n'étais pas en train d'allumer la formation française et le foot français. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux me dire le sens de ce que tu voulais dire au moment où tu dis cette phrase-là? Je me sentais moi-même impliqué à l'époque. Et je pense que depuis, ça a vraiment évolué. Hmm. Honnêtement, depuis, ça a vraiment évolué. Tu vois, pour le coup, le Paris Saint-Germain, il est pour quelque chose, je Ouais. pense. Parce qu'on a vu arriver un Thiago Motta, on a vu arriver un Maxwell, on a vu arriver un Thiago Silva, on a vu arriver un Zlatan. On a vu c'était quoi le goût du travail, que c'était pas seulement dans le carré vert. Le travail, il est de tous les jours. À partir du moment où tu te dis, ben, le lundi, j'arrive au vestiaire, tu te dois, ben, quand tu arrives, c'est d'essayer d'arriver le premier, d'essayer de repartir le dernier. Les kinés sont tout aussi importants. La récup est tout aussi importante. L'hygiène de vie est tout aussi importante. C'est vrai que moi, enfin, de mon expérience, quand j'étais un peu plus jeune, on va dire de ce que je voyais autour de moi et ce que moi aussi je faisais, écoute, j'arrive sur le terrain et moi, c'est sur le terrain que je vais me donner à fond. Et puis après, c'est pas grave, j'ai pas besoin d'avoir ce kiné-là qui me suit au quotidien, de faire cette préparation d'avant entraînement. Et je pense que cette mentalité-là,
quand j'arrive en Italie, je suis choqué, quoi, parce que je vois les mecs, je me souviens d'entraînement où on arrivait à 9 heures du matin et on repartait, il était 16 heures de l'après-midi, 17 heures. Et c'est marrant parce qu'il y a Pat Evra, il fait une vidéo et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ça me faisait repenser avec moi à la Juve. Et la vidéo, en fait, elle date de quand il était Turin, en club. Et il est 17 heures de l'après-midi, il dit, voilà, ici c'est la Juve, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est clairement ça. La Juve, c'était ça. Alors, peut-être les gens vont dire, ouais, mais c'était un peu trop. Mais cette culture-là, ils l'ont toujours eue et c'est ce qui a fait que la Juve a toujours une grande histoire et bien sûr a vécu de belles années de Ligue des Champions durant des décennies. Quand tu arrives à la Juve, toute institution qu'elle est, il y a une année après toi, il y a Cristiano qui débarque. Tu fais la rencontre d'Allegri, tu fais la rencontre de Maurizio Sarri. Tu débarques dans une énorme institution qu'on qualifie, le monde du foot l'a qualifié supérieur au Paris Saint-Germain. Et je pense que dans l'histoire, c'est largement à juste titre. Pourtant, il n'y a pas la réussite espérée sur le plan international, sur le plan européen, comme le Paris Saint-Germain un petit peu. Toi qui as évolué dans les deux endroits qui sont complètement différents, avec une histoire complètement différente, mais qui butent un petit peu sur le même souci de résultat, à la Juve, c'était quoi le problème? Le problème qui vous a empêché de passer ce cap-là, même avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo, qui avait été présenté comme étant un petit peu la solution miracle pour basculer et soulever le titre. Qu'est-ce qui vous a manqué? Déjà, voilà, il nous a manqué, ouais, bien sûr, ce grain de réussite, mais quand on n'a pas les résultats, on ne peut pas aller seulement à la réussite. Je pense que le championnat italien a vécu une période, on va dire, assez creuse. Mhm. Je pense que la Juve euh, en a, on a aussi payé le prix dans ces époques-là. En tout cas, quand tu fais la différence entre le championnat italien, par exemple, et le championnat espagnol et anglais, je pense que le championnat espagnol et anglais ont pris une avance sur le championnat italien. Et je pense que c'est aussi économiquement, le championnat italien a vécu beaucoup de difficultés lors de ces 10 dernières années, on va dire. Et c'est sûr que les meilleures années au niveau du championnat, c'est assez lointain maintenant. Hein. Au niveau européen, on le voit avec ces clubs justement italiens, ils n'ont plus la réussite qu'ils ont pu avoir il y a de cela 10 ans. Et je pense que c'est aussi un des problèmes que l'on a pu avoir avec le Paris Saint-Germain aussi. On dit dans le foot, on joue comme on s'entraîne. Quand on voit les matchs, par exemple, du PSG en Ligue 1, on se dit, bah oui, c'est vrai, ils dominent tellement, c'est facile, etc. Que du coup, on donne l'impression, et moi je l'ai vécu aussi, parce que j'étais aussi, que parfois, on se dit, bah, c'est pas grave, le samedi, on va un peu lever le pied, parce que finalement, on a la Ligue des Champions qui arrive le mercredi, mais c'est pas possible, en fait. Ça fait partie des défauts un peu de ces deux championnats. Je remets pas en cause encore une fois le niveau parce que je pense qu'il y a quand même des clubs qui sont à respecter, qui sont respectables, bien évidemment. Mais si on fait la comparaison quand même avec le championnat espagnol et le championnat anglais, et même aujourd'hui, et le championnat allemand, c'est vrai que le championnat de France et le championnat italien sont un peu en retrait. C'est de mon point de vue. Et je pense que les clubs en question, je pense que ça leur fait un petit peu défaut à ce niveau-là. C'est l'une des raisons. Et encore une fois, je pense qu'il faut respecter tous les clubs. Et je pense plus que ça a été surtout pour le championnat italien des périodes. Et là, pour le coup, c'est pas forcément la meilleure période économique pour le championnat italien. Tu en as connu des stars au caractère différent, pardon, avec des évolutions, des parcours différents. Si tu dois me donner deux anecdotes personnelles avec Cristiano Ronaldo pour que je comprenne un peu plus qui il est, comment il fonctionne. Je t'en donne une que tu as déjà dû entendre, mais je te la dis parce qu'elle est réelle. Je me souviens d'une fois, un match, on était dans le bus, on avait 2h30 du matin, je crois. Et moi, je suis proche de Mehdi, et du coup, j'étais pas loin de cette discussion. Tu as Christian, il parle à Mehdi, il dit Mehdi, viens, on va à la gym. On arrive là au centre, il dit viens, on va bosser en gym un peu et tout. Mehdi lui dit, mais t'es fou, quoi, il est 10h30 du matin. Je vais rentrer chez moi. On se voit demain si tu veux. En fait, voilà, Cristiano, c'est ça, quoi. Je pense que c'est ce qu'il a suivi toute sa carrière, c'est que c'est un bosseur incroyable, quoi. Et bien sûr, le talent, il l'a toujours eu, mais je pense qu'il a ce truc, ce goût du travail
pas beaucoup de footballeurs ont. C'est assez exceptionnel. C'est une mentalité qui s'est forgée durant toute sa carrière. Mais c'est fort parce que tu te dis tu vois, il arrive, il a, je sais pas combien de ballons d'or et voilà, et je te dis, mais attends, t'as déjà, ça y est, toi, t'as fait ta carrière. Je suis même fatigué. Il est comme ça et c'est ce qui fait qu'il est encore performant aujourd'hui. Et il a été critiqué, je me souviens, je le vois après, il se sort un triplé contre Tottenham. C'était ça, non? C'était Ouais, ça va, ça va, ça va. j'ai bien sorti celle-là. Ouais, Attends, moi, je m'y attends le moins, il me lâche un tac. voilà, non, mais voilà, il est exceptionnel. Voilà, je l'ai découvert tous les jours hein, et j'ai eu la chance de partager quelques moments privilégiés avec lui. Et des moments où on a passé 1 heure et demie à discuter dans l'avion de tout. Tu vois, il y a des personnes que tu prends un exemple et lui, c'est l'un des exemples pour bien sûr ce que tu fais sur le terrain et aussi ce que tu fais en dehors dans la vie de tous les jours. Donc, ce que tu peux représenter, ce que tu peux faire pour toi, pour ton présent et ton futur. Et c'est des moments qui m'ont été bénéfiques. Bon, on va parler un peu de toi, parce que c'est un peu pour ça qu'on est là. On va parler vraiment de ta carrière. Je t'avoue que là, on est un petit peu perturbé, parce que ta situation, elle est un peu particulière. On a tous vu que ça s'était fini en tant que joueur en club. T'en es où? Est-ce qu'il y a une envie de mettre un terme à la carrière? J'ai vu dans une interview récente que tu disais que non, tu avais envie encore de continuer, mais t'en es où? Tu as des billes? Il y a des possibilités devant toi? Comment ça se passe pour toi là? Non, aujourd'hui, je suis dans un rôle d'ambassadeur au club. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation, voilà, le club a voulu passer à autre chose, voilà, une autre voie, c'est-à-dire se concentrer sur des jeunes joueurs. Voilà, c'était logique. Et puis, il y a une discussion entre nous. C'est vrai que moi, c'était un moment qui n'était pas propice parce que c'était en pleine saison, du moins pouvoir rentrer je sais pas, par exemple en Europe ou aller dans un autre club, fallait pas que je pense qu'à moi. Je suis à un âge où il faut que je pense aussi à ma famille et voilà, j'ai tout de suite pensé à ma famille. Je pense qu'ils ont fait, comme tu l'as dit, en préambule, le sacrifice de me suivre et de venir ici aux États-Unis et je me voyais mal, voilà, sur un coup de tête, tout foutre en l'air, on va dire, et pour eux. On sent déjà que tu es de plus en plus actif en dehors du monde du foot. Tu vois, je ne sais pas si c'est toi qui personnellement commence à te projeter sur l'après, mais par exemple, il y a le projet Origins dont on commence à beaucoup parler, notamment en France en ce moment. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de l'origine du projet? Comment c'est né en toi cette envie de prendre part à tout ça et l'ambition du projet? C'est l'idée aussi d'origine, c'est de se dire, voilà, à travers une communauté, à travers une team qu'on a formée avec des personnes qui sont capables à la fois de se fighter sur le terrain, mais ils sont capables aussi d'être coéquipiers sur le terrain aussi, et aussi coéquipiers dans la vie de tous les jours, dans l'entrepreneuriat. Et on est associé, bien évidemment, à des personnes qui, eux, ont réussi dans leur domaine, dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat, qui vont nous aider aussi. Ça a été l'idée d'origine. Ouais. Qui m'est venu, moi, et accompagné bien sûr de Ilan Salomon et de Yohan qui est aussi un joueur avec qui j'ai évolué à Saint-Etienne et qui a été champion en première ligue et qui a joué en Italie aussi. Donc, il a aussi pas mal de réseaux sportifs, mais aussi autres. Ben, c'est le monde du sport qui rencontre un peu le monde de la tech, tu vois, parce qu'Origine, c'est un fonds d'investissement qui investit dans des boîtes tech. Moi, mon but, bien évidemment que, on ne va pas se le cacher, c'est un fonds d'investissement, donc automatiquement, ça génère de l'argent. Il ne faut pas que ça soit tabou. C'est vrai que souvent, quand on parle d'argent en Europe, particulièrement en France, c'est vrai que ça peut paraître tabou. Pourquoi ça serait tabou? Je veux dire, l'entrepreneur, il fait tout pour gagner sa vie, pour nourrir sa famille, pour nourrir ses proches. Et bien nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'on est footballeur qu'on ne doit pas parler d'argent. Non, pourquoi? Parce que ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Et le footballeur, il n'est pas bon qu'à taper dans un ballon ou qu'à gagner de l'argent. Non, il est bon à faire de belles choses aussi. Aujourd'hui, il y a des sportifs qui aussi parrainent des belles causes, font des associations. Et je pense que ça, faut le mettre en avant. Est-ce que le fait d'avoir côtoyé au moment fort de ta carrière des hommes qui sont aussi des hommes d'affaires, je pense à David Beckham, je pense à Cristiano Ronaldo, qui existent bien au-delà du foot, tu vois, qui ont une pensée aussi de businessman, etc. Est-ce que ces rencontres-là ont une influence sur toi et sur ta manière de penser? Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Bon, tu as cité que, mais il n'y a pas que. Hein. Non, il n'y a pas que. Il y a Zlatan, il y en a plein, il y en a plein.
bien évidemment que ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Pourquoi? Parce que bah, tu es jeune et tu apprends aussi des plus anciens, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir des exemples pour la nouvelle génération. Et moi, c'est aussi ce message que j'ai envie de faire passer, c'est de servir d'exemple aussi. J'aurais aimé avoir cet état d'esprit à mon plus jeune âge. J'ai eu la chance, bien évidemment, d'avoir mon papa qui était toujours là pour me dire, écoute, Blaise, c'est bien, tu es footballeur, c'est très bien, prends du plaisir, etc. Mais pense au présent, pense à l'avenir. Il faut que comment dire, tu bonifies ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as une chance que peut-être certains n'ont pas. Profites-en pour faire des choses. Et c'est vrai que ça m'a pris un peu de temps parce que, ben, comme je t'ai dit, j'ai été éduqué, moi, à être focus 100% sur le football. Et c'est normal parce que ben, tu as des clubs aussi, ils ont des besoins de résultats. Ça se comprend. Après, il faut aussi parfois se poser et se dire, ben, je peux aussi penser à moi aussi, me dire que ben, tout peut arriver dans le foot. Tu vois, demain, je peux me blesser et je peux ne plus reprendre le foot. Ben, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas un minimum de bagage derrière, dans mon esprit en tout cas, ça va s'arrêter. Je vais me regarder et je vais me dire, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et peut-être ce moment-là, ben, c'est peut-être trop tard parce que ben, plus jeune, je n'avais pas cet état d'esprit-là. Donc, oui, j'ai appris aux côtés d'exemples. Et aujourd'hui, c'est comme, on va dire, un passage de flambeau, quoi. C'est de se dire, ben, moi aussi, j'ai envie d'apprendre aux plus jeunes, tu vois. Et c'est bien parce que ben, y a beaucoup de joueurs qui suivent ce chemin-là. Et je pense que c'est intéressant. Je pense que ça évolue. L'attitude aussi des clubs en général, je pense il y a plus d'ouverture aussi à ce monde-là. Et puis, voilà, moi je suis content ben, déjà d'avoir commencé à travers une association. Je pense que c'était quelque chose d'important aussi, de montrer qu'on pouvait venir en aide aux plus démunis. Et puis après, bien évidemment, de montrer aussi qu'on est capable de faire des choses. Et ça, c'est pour moi-même. C'est pas aux gens, c'est vraiment aussi d'abord moi-même. Puis derrière, ben, si embarquer des personnes parce que on se dit, bah, tiens, si on en parle entre nous et que tu sens dans tes discussions que bah, la personne aussi, elle se dit, bah ouais, mince, ce que tu penses, Blaise, je pense la même chose. C'est pas évident parce qu'on n'arrive même pas parfois à en parler entre nous, quoi. Quand tu arrives dans un vestiaire, es tellement, bah, tu rentres, c'est football, quoi. Tu mets tes crampons, tu mets tes protèges, tu vas sur le terrain. Après, tu dois gagner. Donc, tu repars la semaine. Tu as perdu, tu n'es pas content, donc il faut encore plus être concentré la semaine pour que tu puisses gagner le week-end. Mais il y a une chose, c'est qu'au final, on a du temps. Moi, je dis, on a du temps. Tu vois, le temps, tu le trouves toujours. Quand tu veux faire des choses, tu trouves toujours le temps. Blaise, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu as plein de choses à faire. Je sais que tu es occupé. Tu as pris beaucoup de temps pour moi. J'avais demandé 1h30. On est resté 2 heures ensemble. Donc, merci beaucoup, mon ami. Prends soin de toi. J'espère que tu as passé un bon moment. Ça va, ça a été? Ouais, j'ai passé un bon moment et voilà. Sache que j'ai parlé à cœur ouvert et je le fais très rarement. C'est gentil, j'apprécie. Merci beaucoup. Prends soin de toi, prends soin de ta petite famille. Et puis, à très vite, j'espère. Merci, à très vite. Ciao. Les autres, on se retrouve très bientôt dans Call Interview avec d'autres invités de dingue, d'autres anecdotes complètement folles, parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.